au mot tiré du grec dont M. de Charlus, parlant de Balzac, avait fait suivre l'allusion à la tristesse d'Olympio dans Splendeur et misère. Sky, Brichot et Cottard s'étaient regardés avec un sourire peut-être moins ironique qu'empreint de la satisfaction qu'auraient des dîneurs qui réussiraient à faire parler Dreyfus de sa propre affaire ou l'impératrice de son règne. On comptait bien le pousser un peu sur ce sujet, mais c'était déjà Doncière ou Morel nous rejoignait. Devant lui, M. de Charlus surveillait soigneusement sa conversation, et quand Sky voulut le ramener à l'amour de Carlos Herrera pour Lucien de Rubempré, le baron prit l'air contrarié, mystérieux, et finalement, voyant qu'on ne l'écoutait pas, sévère et justicier d'un père qui entendrait dire des indécences devant sa fille. Sky ayant mis quelque entêtement à poursuivre M. de Charlus, les yeux hors de la tête, élevant la voix, dit d'un ton significatif en montrant Albertine, qui pourtant ne pouvait nous entendre, occupée à causer avec Madame Cottard et la princesse Serbatov, et sur le ton à double sens de quelqu'un qui veut donner une leçon à des gens mal élevés. Je crois qu'il serait temps de parler des choses qui puissent intéresser cette jeune fille. Mais je compris bien que pour lui, la jeune fille était non pas Albertine, mais Morel. Il témoigna du reste plus tard de l'exactitude de mon interprétation par les expressions dont il se servit quand il demanda qu'on n'eût plus de ces conversations devant Morel. Vous savez, me dit-il en parlant du violoniste, qu'il n'est pas du tout ce que vous pourriez croire. C'est un petit très honnête qui est toujours resté sage et très sérieux. Et on sentait à ces mots que M. de Charlus considérait l'inversion sexuelle comme un danger aussi menaçant pour les jeunes gens que la prostitution pour les femmes, et que s'il se servait pour Morel de l'épithète de sérieux, c'était dans le sens qu'elle prend appliqué à une petite ouvrière. Alors, Brichot, pour changer la conversation, me demanda si je comptais rester encore longtemps à Incarville. J'avais eu beau lui faire observer plusieurs fois que j'habitais non pas Incarville, mais Balbec. Il retombait toujours dans sa faute, car c'est sous le nom d'Incarville ou de Balbec-Incarville qu'il désignait cette partie du littoral. Il y a ainsi des gens qui parlent des mêmes choses que nous, en les appelant d'un autre nom un peu différent. Une certaine dame du faubourg Saint-Germain me demandait toujours, quand elle voulait parler de la duchesse de Guermantes, s'il y avait longtemps que je n'avais vu Zénaïde ou Oriane Zénaïde. Ce qui fait qu'au premier moment, je ne comprenais pas. Probablement, il y avait eu un temps où une parenté de Madame de Guermantes, s'appelant Oriane, on l'appelait, elle, pour éviter les confusions, Oriane Zénaïde. Peut-être aussi y avait-il eu d'abord une gare seulement à Incarville, et allait-on de là en voiture à Belbec. De quoi parliez-vous donc, dit Albertine, étonnée du ton solennel de père de famille que venait d'usurper M. de Charlus. De Balzac, se hâta de répondre le baron, et vous avez justement ce soir la toilette de la princesse de Gadignan, mais pas la première, celle du dîner, mais la seconde. Cette rencontre tenait à ce que pour choisir des toilettes à Albertine, je m'inspirais du goût qu'elle s'était formé grâce à Elstir, lequel appréciait beaucoup une sobriété qu'on eût pu appeler britannique, s'il ne s'y était allié plus de douceur que de mollesse française. Le plus souvent, les robes qu'il préférait offraient au regard une harmonieuse combinaison de couleurs grises, comme celle de Diane de Cadignan. Il n'y avait guère que M. de Charlus pour savoir apprécier à leur véritable valeur les toilettes d'Albertine. Tout de suite, ses yeux découvraient ce qui en faisait la rareté, le prix. Il n'aurait jamais dit le nom d'une étoffe pour une autre et reconnaissait le faiseur. Seulement, il aimait mieux pour les femmes un peu plus d'éclat et de couleur que n'en tolérait Elstir. Voilà. Super. Bon, 10 secondes. J'aime bien ta main.
Au mot tiré du grec dont M. de Charlus, parlant de Balzac, avait fait suivre l'allusion à la tristesse d'Olympio dans Splendeur et misère, Sky, Brichot et Cottard s'étaient regardés avec un sourire peut-être moins ironique qu'empreint de la satisfaction qu'auraient des dîneurs qui réussiraient à faire parler Dreyfus de sa propre affaire ou l'impératrice de son règne. On comptait bien le pousser un peu sur ce sujet, mais c'était déjà Doncière ou Morel nous rejoignait. Devant lui, M. de Charlus surveillait soigneusement sa conversation, et quand Sky voulut le ramener à l'amour de Carlos Herrera pour Lucien de Rubempré, le baron prit l'air contrarié, mystérieux, et finalement, voyant qu'on ne l'écoutait pas, sévère et justicier d'un père qui entendrait dire des indécences devant sa fille. Sky ayant mis quelque entêtement à poursuivre, M. de Charlus, les yeux hors de la tête, élevant la voix, dit d'un ton significatif, en montrant Albertine, qui pourtant ne pouvait nous entendre, occupée à causer avec Madame de Cottard et la princesse Serbatov, et sur le ton à double sens de quelqu'un qui veut donner une leçon à des gens mal élevés. Je crois qu'il serait temps de parler de choses qui puissent intéresser cette jeune fille. Mais je compris bien que pour lui, la jeune fille était non pas Albertine, mais Morel. Il témoigna du reste plus tard de l'exactitude de mon interprétation par les expressions dont il se servit quand il demanda qu'on n'eût plus de ces conversations devant Morel. « Vous savez, me dit-il, en parlant du violoniste, qu'il n'est pas du tout ce que vous pourriez croire. C'est un petit très honnête qui est toujours resté sage, très sérieux. » Et on sentait à ces mots que M. de Charlus considérait l'inversion sexuelle comme un danger aussi menaçant pour les jeunes gens que la prostitution pour les femmes, et que s'il se servait pour Morel de l'épithète de sérieux, c'était dans le sens qu'elle prend appliquée à une petite ouvrière. Alors Brichot, pour changer la conversation, me demandait si je comptais rester encore longtemps à Incarville. J'avais eu beau lui faire observer plusieurs fois que j'habitais non pas Incarville, mais Balbec, il retombait toujours dans sa faute, car c'est sous le nom d'Incarville ou de Balbec-Incarville qu'il résignait cette partie du littoral. Il y a ainsi des gens qui parlent des mêmes choses que nous en les appelant d'un nom un peu différent. Une certaine dame du faubourg Saint-Germain me demandait toujours quand elle voulait parler de la duchesse de Guermantes s'il y avait longtemps que je n'avais vu Zénaïde ou Oriane Zénaïde, ce qui fait qu'au premier moment je ne comprenais pas. Probablement il y a eu un temps où une parente de Madame Guermantes s'appelait Oriane. On l'appelait, elle, pour éviter les confusions, Oriane Zénaïde. Peut-être aussi y avait-il eu d'abord une gare seulement à Incarville, et allait-on de là en voiture à Balbec. « De quoi parliez-vous donc » dit Albertine, étonnée du ton solennel de père de famille que venait d'usurper M. de Charlus. « De Balzac, se hâta de répondre le baron. Et vous avez justement ce soir la toilette de la princesse de Cadignan, pas la première, celle du dîner, mais la seconde. » Cette rencontre tenait à ce que pour choisir des toilettes à Albertine, je m'inspirais du goût qu'elle s'était formé grâce à Elstir, lequel appréciait beaucoup une sobriété qu'on eût pu appeler britannique, s'il n'y était allié plus de douceur, de mollesse française. Le plus souvent, les robes qu'il préférait, de couleur grise comme celle de Diane de Cadignan. Il n'y avait guère que M. de Charlus pour savoir apprécier à leur véritable valeur les toilettes d'Albertine. Tout de suite, ses yeux découvraient ce qui en faisait la rareté, le prix. Il n'aurait jamais dit le nom d'une étoffe pour une autre et reconnaissait le faiseur. Seulement, il aimait mieux pour les femmes un peu plus d'éclat, de couleur que n'en tolérait Elstir.